Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata Laura! Bonjour Elodie, merci de me recevoir. Eh bien avec plaisir, comment est-ce que tu vas? Bah, ça va bien, hormis un contexte, national un peu inquiétant et une météo pas très favorable, hormis ça, ça va. C'est vrai, entre, la pluie, le beau temps, les orages, la chaleur, et comme tu dis, le contexte un peu compliqué en ce moment, on fait avec. Donc On fait déjà, avec. écoute, je suis très honorée de te recevoir dans un épisode de C'est l'heure du réveillage et de t'interviewer. Laura, tu es coach et praticienne pour les entrepreneurs. Tu es fondatrice de Bien dans ta boîte. Tu accompagnes les entrepreneurs dans leur travail, sur eux, sur leur posture, dans leur bien-être aussi. Tu es aussi la créatrice du podcast Bien dans ta boîte, du même nom, qui va aborder justement tous ces sujets sur l'entrepreneuriat. Et c'est pas tout aussi, qu'on le dise quand même. Tu es l'autrice donc de ce livre magnifique, Transforme ta vie d'entrepreneur, que je suis en train de finir de lire. Et franchement, je le trouve génial. Je le trouve vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, on va discuter d'un sujet qui est vraiment très important. Je sais que c'est ce que je dis à chaque épisode, mais donc attention, roulement de tambour. Comment entreprendre avec ses émotions? Et oui, mesdames et messieurs, donc c'est parti mon cookie. On va discuter de tout ça dans ce nouvel épisode. Laura, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel et personnel, s'il te plaît? Oui, alors, la présentation, tu en as dit la majorité effectivement, je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Pour les étiquettes métiers, coach praticienne plutôt en orientation systémique auprès des entrepreneurs. En français, je travaille sur les questions émotionnelles et relationnelles. Il y a la partie, la casquette formatrice où là, je forme des professionnels de l'accompagnement sur les enjeux de posture. Effectivement, tu en as parlé de posture d'accompagnement, d'accompagner dans leur business. Il y a une autre casquette qui est celle d'autrice, effectivement. Mon parcours professionnel est un parcours, alors qui a commencé par un parcours universitaire, mais qui fait sens avec la suite, qui est plutôt un parcours de santé. Passage par différentes facultés de santé, de médecine, et cetera. Et j'ai fondé ensuite Bien dans ta boîte en 2019. Et depuis, ça occupe, mon temps, professionnel. Donc, mon parcours professionnel est un parcours, voilà, universitaire de santé, puis qui a mené à l'entrepreneuriat. Mon parcours personnel, qu'est-ce que je peux t'en dire? Je suis une enfant de la Drôme, Ok, provençale, trop bien. du soleil, des lavandes, des cigales et des oliviers. Hem, Le beau temps. j'ai voilà, bah, enfin, pas en ce moment, mais en règle générale, il fait beau. Voilà, j'étais une enfant qui a passé beaucoup de temps, dans le monde équestre, pas que ce soit mon milieu familial, mais moi j'avais envie de Ok, passer beaucoup de temps. Voilà, et puis j'ai fait, ma primaire, mon collège, mon lycée, et puis après je suis partie faire mes études à Grenoble pendant ok. quelques années. Après je me suis installée à Lyon quelques années. C'est là-bas que j'ai vécu cette belle période de confinement du covid, Ah ok, t'étais à Lyon à ce moment-là. et j'étais à Lyon à ce moment-là, ouais, et après j'ai rapatrié dans ma Drôme provençale natale. C'est reparti. Puis, ouais, reparti ou revenu du coup, Revenu, j'ai ouais. quitté dans la Drôme, et puis voilà, je vis là dans ma Drôme provençale, dans la forêt avec mon berger bosseron qui s'appelle Gaïa. Oh, mais Voilà. trop bien, trop cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie au final, parce que dans ton parcours professionnel, enfin universitaire si tu préfères, qu'est-ce qui t'a amené finalement à décider de te dire, allez, vas-y, je fonce dans l'entrepreneuriat? En fait, j'ai eu une première idée d'entreprise, je devais avoir 21 ans, je pense, Mhm. et qui était pas sur ce secteur-là, mais qui était quand même en lien avec la santé, le bien-être, et cetera. Et puis j'avais, voilà, cette idée en tête, et je me rappelle avoir parlé de ça, avoir appelé mon père, pour lui en parler, qui a été entrepreneur lui aussi avant d'être retraité. D'accord. Et voilà, je me rappelle lui parler de ça sur mon balcon, c'est un bien grand mot, le rebord de la fenêtre que j'avais dans mon appartement étudiant, et de conclure cet échange avec mon père en lui disant: «Mais
«Non, j'ai que 21 ans et si ça marche pas et si machin». Et mon père m'avait dit à juste titre: «Bah, en même temps, si tu n'essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas». Bon, Oui. donc 1er, contact avec, enfin, c'était pas mon premier contact avec l'entrepreneuriat parce que dans ma famille, il y en a des entrepreneurs, mais premier Oui. contact personnel avec, l'entrepreneuriat et après j'ai eu l'idée de Bien dans ta boîte, du coup, quelques années plus tard, en 2019. Donc du coup, bon, voilà, l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance, en tout cas pour Mmh celles et mh. ceux qui veulent être entrepreneurs, la chance d'en avoir dans ma famille, donc c'est vrai que Oui. ça facilite, Pour tes l'état d'esprit, quoi. questions, peut-être aussi pour les croyances qu'on peut avoir sur ce domaine-là, bah, là, c'est un peu débunké quoi finalement bah, non, non, fais absolument des études, et tes diplômes, et puis comme ça tu essaieras de faire quelque chose. Bah, là, bon, tu peut-être un peu moins dans ce mood-là quoi. Tu étais plus dans le: «Bon papa, qu'est-ce qu'on peut faire?» Oui, oui, alors il y a j'en ai eu, hein, quand même des retours dans ma famille de, «Va prendre un CDI, c'est plus sûr». Ah ouais. Mais c'était, intrinsèquement, pas ma voie, peut-être ça le sera un jour, mais en tout cas Mmh mh. jusqu'ici ça l'a pas été et effectivement j'ai eu la chance là pour le coup d'avoir un papa qui m'a dit: «Vas-y, fais-le, si Teste, fais ça tes marche propres pas et bah, c'est tests. un problème pour demain». Ouais. Voilà. Ouais, non, mais totalement, mais je comprends parfaitement. Je trouve ça vraiment génial et qu'est-ce qui t'a, du coup, inspiré. Bah, alors OK, ils étaient entrepreneurs, enfin, tu en as eu dans ta famille. Est-ce qu'ils étaient vraiment déjà dans le domaine de l'accompagnement ou pas? Du coup, est-ce que c'est ça qui t'a inspiré? Ou en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré toi à aller dans l'accompagnement, notamment des entrepreneurs? Alors, donc, non, non, dans la famille, effectivement, mon père notamment était dans l'automobile, hein, donc pas du tout secteur accompagnement, santé, bien-être et cetera. Ouais. Moi, j'ai fait mes études effectivement dans ce secteur-là et puis en 2019, donc, j'ai cette idée, pour l'anecdote, dans une soirée networking avec une amie où on entend pitcher un entrepreneur. Je sais même plus de quoi il parlait, mais par contre, je me souviens, sur le ton de la blague, dire à cette copine alors ça serait hyper drôle qu'on fasse un truc genre sur le bien-être, pas des salariés, mais cette fois des entrepreneurs parce qu'on n'en parle jamais et en rigolant, je lui dis: «Ben, on pourrait genre appeler ça Bien dans ta boîte» et puis finalement, bah, partie de la blague, ça m'est resté en Ah mais tête. c'est formidable! Mmh. Voilà et à la base, ça ne devait être qu'un podcast. Je m'étais dit: «Non, non, je m'éparpille pas dans tous les sens, je fais juste un podcast pour parler de ça» D'accord. et puis en fait, au bout d'un moment, j'étais là genre: «Bah, en fait, il y a vraiment un enjeu sur ces thématiques bien des entrepreneurs, personne ne les adresse et moi, je Oui. suis formée à l'accompagnement donc bah, Allez, let's heu, go. Et ce qui est génial, c'est que pour le coup, par exemple, le fait de là, tu dis, allez, pour rire, tu avais dit: «Bah, on a qu'à l'appeler Bien dans ta boîte». Au final, c'est resté et c'est devenu ta marque de fabrique et alors que des fois, nous entrepreneurs, on est pendant des semaines et des semaines à se tarabiscoter l'esprit pour un nom et à peut-être pas se focus, au principal ou aux priorités, on va dire. Oui, alors ouais, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que déjà, j'ai eu du bol parce que vraiment tout ce qui est naming, je suis hyper nulle quand il s'agissait de trouver, d'autres noms pour d'autres marques, pour des noms d'offres, pour, d'autres Ah oui, projets que j'ai montés, je suis vraiment nulle à ça. Et après effectivement, heu, dans le contexte en 2019 quand je lance Bien dans ta boîte, j'ai pas de chômage, j'ai pas, d'aide, j'ai pas et cetera donc de toute façon, j'ai pas tergiversé 1000 ans. oui. L'objectif, c'est de vendre le coaching et de vérifier que voilà, qu'il y a du marché et que Oui. ça peut rentrer de l'argent. Donc ça, quelque part, ça m'a aidée, même si Mmh mh. c'était du stress, mais quelque part, ça m'a aidée parce que du coup, effectivement, j'ai pas, tergiversé 1000 ans sur: Ouais. «Ouais, je sais pas si je fais pas du vert, du jaune, du bleu, Oui. change pas le nom de la boîte, machin». Straight to the point. Oui, mais c'est sûr que ça peut être vite une problématique entrepreneuriale pour les jeunes entrepreneurs. J'en ai fait partie. C'est vrai que j'ai quand même passé pas mal de temps. Ah oui, je voulais faire mon site web toute seule. Ce que j'ai fait, j'y ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. Mais est-ce que c'était vraiment la priorité alors que derrière, bah, je parlais pas de mes offres. J'essayais pas de construire un réseau, une communauté, d'engager avec. Enfin, bref, tu vois, tout plein de trucs où en fait, maintenant, avec du recul, je me dis. C'était peut-être pas le plus intelligent à faire et en tout cas pas les priorités, même si ça me faisait ultra plaisir de le faire, certes. Mais peut-être que maintenant, si je devais recommencer de zéro, je commencerais peut-être pas par ça, tu vois. C'est pas la priorité. Ah ouais, l'entrepreneuriat est un chemin d'apprentissage, constant de toute façon donc C'est sûr, c'est sûr. Mmh, à tes yeux, pourquoi est-ce que c'est crucial pour les entrepreneurs de justement comprendre et gérer leurs émotions, puisque ça va être le sujet de notre épisode. Qu'est-ce que tu peux m'en dire?
Alors je pense que c'est un sujet qui est crucial en tant qu'être humain, donc Mmh. au-delà des Oui, oui. au-delà des entrepreneurs et puis après spécifiquement sur les questions entrepreneuriales, c'est que vous allez être tout le temps, en contact avec ça parce que c'est votre nature d'humain, certes, mais aussi parce que, bah, c'est vous qui décidez. C'est vous qui donnez l'impulsion, qui donnez la vision, qui devez prendre les décisions, qui Oui. devez, piloter la stratégie, et cetera et donc évidemment que tous ces sujets-là, même si, longtemps on a dit que c'était le domaine de la raison et du rationnel et du pragmatique, mais Mmh. évidemment que tout ça n'est jamais décorrélé des émotions C'est sûr. et quand on doit prendre une décision, bah, il y a peut-être la peur qui vient rapidement se mettre, là-dessus. Quand il y a un litige avec un client, bah, il y a la colère qui sera là aussi et il va falloir, dealer avec tout ça et parce que l'entrepreneuriat est intrinsèquement un monde de liens, au grand minimum avec vos clients, Ouais. hop Ouais, ouais, et puis la plupart du temps avec, vos clients, vos confrères, vos consoeurs, vos concurrents, vos prestataires, vos que sais-je, vos équipes. bien sûr. Et évidemment, il est pas question d'entretenir des relations sans émotion donc et votre santé bien entendu, Mmh. pour plein d'enjeux qui peuvent se présenter chez les entrepreneurs comme la procrastination par exemple, qui est un sujet récurrent et qui est un Gros sujet, sujet. gros sujet Mmh. et la plupart du temps très peu organisationnel et très souvent émotionnel. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison de le souligner et puis, si c'est pour, mettre sous le tapis nos émotions et du coup être mal dans son entrepreneuriat, être mal dans son quotidien, perso, pro, etc., ça va forcément influer sur tous les aspects de notre vie, notamment le pro. Mais là, il y a un moment, il y a besoin. Tu le dis très justement dans ton livre et c'est vrai que tu vois, c'était une notion que j'avais pas acquise, on va dire. Tu dis que tu n'aimes pas trop le terme gérer ses émotions et que tu préfères plutôt entreprendre avec ses émotions ou réussir à, du coup, pas gérer. Je sais plus quel terme exactement tu utilises, mais est-ce que tu peux du coup nous en dire plus là-dessus? Oui, effectivement, je préfère, parler de régulation Ouais. émotionnelle que de gestion émotionnelle, ou effectivement on peut utiliser d'autres mots, hein, de Mhm. coopérer, de réguler, de cohabiter, de et cetera. Tout simplement parce que, on a un héritage, culturel sur la question, émotionnelle qui est déjà un héritage de la gestion. Mhm. On a appris la plupart du temps des tout à devoir gérer ses émotions. Quand on se met en colère, on dit: «Oh mais il faut pas s'énerver», alors surtout si vous avez été des petites, alors là vous avez appris par cœur que la colère c'est pas joli, c'est pas féminin, Pas blablabla. pour une petite fille, La ouais. tristesse Là, la tristesse, on vous dit: «Bah, non, mais faut pas être triste pour ça» et là, si vous avez été un petit garçon, généralement, vous avez pris doublement le c'est de la faiblesse, faut être fort, faut C'est ceci, ça. blablabla. Quand, on a peur, on nous dit: «Bah, alors, tu manques de courage là, il faut être courageux» et Mhm. des fois, cerise sur le gâteau, quand tu es joyeux, on te dit: «Ouh là, c'est louche, hein, tu Mm. sais, fais attention, hein, le retour de bâton, l'épée de Damoclès, machin». Donc Ouais. sur les émotions, on a toujours appris beaucoup, beaucoup de carcans et donc je trouve que c'est pas, nécessaire dans le vocabulaire d'en remettre une Oui. couche en disant qu'on doit gérer nos émotions. Non, on ne doit pas gérer nos émotions. C'est pas question de les gérer, c'est question d'apprendre à vivre avec, de les reconnaître, de les Oui. réguler, bien sûr, par moment, de les identifier, de les distinguer et cetera. Ouais. Mais pas de les gérer. Les émotions, c'est des messagers. Oui. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Elles existent. Elles sont là, de toute façon, on en a, point. Donc c'est comme ça. On peut pas s'en libérer, entre guillemets. Et comme tu dis, c'est vrai que j'utilisais ce terme et en lisant ce que tu mettais et en expliquant tout ça, en fait, je me suis dit, c'est vrai, pas besoin en fait de mettre encore une pression sur le dos, une charge mentale, et on se targue tout le temps d'essayer d'être dans le lâcher prise, etc. Mais en fait, bah ouais, dans le mot gérer, gestion, on n'est pas dans le lâcher prise, tu vois. Et ça, je l'ai compris grâce à ton livre. Donc, Et puis en plus, souvent, le sous-titre de gestion, c'est, inhibition, diminution, suppression. oui, oui, souvent, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre avec ses émotions, du coup? Et bah, ça va vraiment être cette idée que en fait, le corps émotionnel entre guillemets, tout votre appareil psychique au sens large, hein, qui n'est pas composé que d'émotions, Mhm. mais là on parle de ça, bah, comme tu disais juste avant, de toute façon vous n'en ferez pas fi, vous ne serez pas des êtres humains sans émotion, ça n'existe pas et au bien même, vous seriez un espèce de cyborg, sans émotion, les autres humains avec lesquels vous allez, travailler, les clients, les fournisseurs et cetera, Le sont pas. bon parce que Ouais, voilà, ne ouais, sont peut-être pas des cyborgs en face de vous.
Et donc du coup, toutes ces thématiques émotionnelles, en fait, les émotions, ça vient du latin mouvement, hein, donc c'est mis en mouvement par les besoins, par les valeurs pour vous faire passer un message. Si le message, vous ne le réceptionnez pas et vous ne l'adressez pas, Mmh. à l'inverse de votre livreur, Chronopost qui laisse un avis de passage, l'émotion, elle laisse pas un avis de passage. Elle s'assied devant la porte, Mmh. métaphoriquement, et elle attend là, c'est par lui ouvrir. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les rares moments où vous ouvrez la porte pour regarder vos émotions, se sont entassées dans la salle d'attente Ça. 50-80-250 émotions. Quand tout le beau monde se met à piailler en même temps pour, dire, «Oh, écoute-moi, ça fait Ouais, 3 jours que j'essaie d'en placer une», et bah, vous, ce que vous ressentez, c'est un: «Ah putain, j'ai et trop je d'émotions, ça me fait trop». c'est ça. Et du coup, ça remet dans le serpent qui se mord la queue de oh là là, du coup, je supporte pas d'en avoir, je les remets sous le tapis, on referme la porte et puis on en a encore plus qui s'accumulent après quoi. Exactement. Et donc du coup, bah, évidemment, sur les thématiques entrepreneuriales, on va retrouver les thématiques, bah, évidemment, du stress, de l'anxiété, et cetera. Les éventuelles thématiques relationnelles, parce que bien entendu, ça peut générer, Mmh. des conflits, des tensions, des non compagnie. On va avoir les thématiques de procrastination. On peut malheureusement, dans le pire des cas, avoir bien sûr les thématiques d'épuisement, les thématiques de Oui, burn-out, dans le pire des tout à cas. fait. Donc, et de santé globale, parce que bon, je veux dire, si on va travailler dans son entreprise, tous les matins avec, la boule au ventre, avec, la Mmh. colère et que bon, hein, c'est pas très rigolo quand même. C'est sûr, c'est sûr. Hem, à ton avis, quels sont les principaux défis émotionnels que rencontrent les entrepreneurs? Le top 3 genre. Le top 3 des défis émotionnels, Ouais. alors le premier qu'on pourrait mettre, c'est un peu la catégorie, je m'en excuse, mais c'est S, Oui. grande catégorie, Mmh. dans lequel viennent, s'amalgamer, beaucoup, beaucoup de choses, et mais qui semble être quand même le 1er truc. Le deuxième grand défi émotionnel, alors est-ce qu'on le met en 2 ou en 3? Je sais pas, on pourrait mettre la procrastination qui revient quand même Oui, très, très, très souvent, c'est vrai. et voilà, et en 2 ou en 3, on pourrait mettre la grande thématique, mais elle est liée, qui est la thématique des besoins. Parce que comme c'est les besoins qui, la plupart du temps, qui «envoient» entre guillemets ces émotions pour faire passer le message, c'est qu'en fait, derrière ça, on va se retrouver avec plein de thématiques de besoins, souvent, insatisfaits, qui du coup Ouais. génèrent des émotions constamment, constamment, constamment. Et là, chez les entrepreneurs, on va très souvent retrouver le besoin de reconnaissance, par exemple. Oui. On peut très souvent trouver le besoin d'appartenance, d'intégration, qu'on Mmh. retrouve aussi. Le besoin de valorisation, on Oui. retrouve souvent. Et en fait, si ces besoins-là, on les identifie pas et si on ne les adresse pas, ils vont effectivement constamment, constamment envoyer des émotions pour se faire entendre. Oui, c'est ça. Comme tu dis, le besoin de reconnaissance, d'appartenance, donc bah, notamment, dans l'entrepreneuriat quand tu entreprends et que ça ne fonctionne pas de la manière, que tu le souhaites, tu peux vite un peu avoir ce besoin de reconnaissance que si tu sais pas te le faire aussi par toi-même et te reconnaître aussi par toi-même, eh beh, qui te le fait, tu vois? Parce que du coup, là, t'as pas, un collègue pour te dire quelque chose, un patron pour te dire, «Ah, c'est bien ton travail» ou je sais pas quoi. C'est qu'il y a un moment, bon, bah, si t'arrives pas à avoir les clients, par exemple, parce que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, bah, où est-ce que tu le trouves? Et il y en a beaucoup j'ai l'impression en tout cas, qui vraiment le cherchent de l'extérieur et n'arrivent pas du tout à se le donner de l'intérieur. Oui, alors, c'est normal parce que le besoin de reconnaissance fait partie des besoins très, très souvent lésés quand on a été enfant. Oui, Par définition, les besoins qui ont été lésés chez vous enfant, ou en tout cas que vous avez perçus comme lésés quand vous étiez enfant, non, vous n'avez pas pu en faire l'expérience puisqu'ils ont été lésés. oui, OK, Donc, il n'y a pas eu tout un travail, derrière. Ah, en fait, un gamin qui s'est pas senti reconnu, qui maintenant a 20 ans, 30 ans, 40 ans, que sais-je, entrepreneur ou non, et que tu lui dis: «Mais reconnais-toi toi-même», oui, il n'a aucune idée oui. de ce que ça fait le sentiment de reconnaissance. On lui a pas donné quand il était enfant. Il ne peut que aller le chercher à l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'il a l'impression que c'est une montagne et qu'il est incapable de le faire. Et là-dessus, quel conseil, par exemple, tu pourrais donner à si nos auditeurs ou auditrices, il y en a certains qui ont cette sensation, en fait, de pas réussir? Non, j'arrive pas à me reconnaître moi-même, j'ai besoin de l'extérieur. Alors, ce que j'aurais à leur dire, c'est que d'une manière générale, sur les besoins qui ont été lésés enfants, que ce soit un besoin de reconnaissance, un besoin de respect, un besoin de valorisation, un besoin d'encouragement, un besoin de sécurité, un besoin de tendresse, un besoin d'écoute, un besoin de compréhension, je peux en citer plein. C'est ça. Par définition, effectivement, s'il y a pas eu tout un travail, ça va être compliqué d'en faire l'expérience par soi-même. Ouais. Et si vous avez l'impression que c'est une montagne, c'est normal parce qu'effectivement, faut être honnête, c'est pas un travail que vous allez faire en 2 semaines.
cetera. En Mmh. revanche, c'est un travail qui est tout à fait possible, fait partie de mon travail à moi et puis évidemment de tous mes confrères et consoeurs également. Alors moi, je vais en parler avec mon vocabulaire de la Bien systémique, sûr. mais en fait, l'idée, c'est de venir fermer le territoire psychique. Alors le territoire psychique, imaginez qu'on dessine un petit bonhomme, un cercle autour du cou et tout ce qui a été lésé enfant, bah, c'est des ouvertures dans le territoire, c'est des failles. OK. Ces failles dans le territoire, elles signent que du coup, il y a une porosité entre le dedans et le dehors. Il y a des endroits du territoire où c'est pas très clair, mes besoins, tes besoins, mes émotions, tes responsabilités. C'est flou. Dans le Voilà, dans le plus gros des cas, dans le pire des cas, et c'est aussi le cas le plus parlant, c'est pour les personnes qui ont traumatisme. Traumatisme, par définition, c'est une effraction du territoire, donc c'est une énorme ouverture dans le D'accord. quand il y a des failles dans ce territoire psychique, et ben là, ça veut dire qu'il y a des endroits où effectivement je transactionne avec l'extérieur parce que, ouais, je sais pas trop, on m'a pas appris. Ouais. Donc j'ai pas pu le mettre à l'intérieur de mon territoire. Par exemple, mon besoin de reconnaissance, j'ai pas pu le mettre à l'intérieur de mon territoire, donc il y a une ouverture. Donc en fait, je suis obligée d'aller le chercher dehors. Le travail Mmh. de fond, Mmh. de venir fermer ce territoire psychique, poser des limites pour arriver à le réintégrer à l'intérieur. Mais effectivement, c'est un travail qui va vous demander du temps parce Ouais. que ça va vous demander d'expérimenter le réel et ça va vous demander d'expérimenter: «Tiens, je me suis apporté ça l'autre jour. Est-ce que c'était ça la reconnaissance?» Ah oui, d'accord. Oui, oui. Eh ben, on ne sait pas puisqu'on l'a pas vécu enfant. Donc effectivement, on ne sait Mmh pas. mh. Est-ce que j'ai su me reconnaître à ce moment-là? Je ne sais pas. C'est le travail, c'est la répétition qui Ouais. va permettre de modifier les schémas comportementaux et de venir changer surtout les schémas comportementaux que vous avez appris à utiliser pour obtenir de la reconnaissance. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître en nous écoutant, je pense, les syndromes du sauveur, qui par Oui. définition, Mmh. c'est la position qui obtient le besoin de reconnaissance en se rendant indispensable, irréprochable, et cetera. Tant que je vais Totalement. continuer à jouer au sauveur, je vais continuer à chercher ma reconnaissance dehors. Ouais, ouais. Donc arrêter de jouer au sauveur, c'est C'est perdre tous ouais. les bénéfices de la position du sauveur. Et Oui. ça va pas être facile. Mais tu vois, moi, j'ai une prépondérance au rôle du sauveur et c'est quand j'étais, plus jeune, c'était le rôle que je «préférais» entre guillemets, mais sans connaître du tout, bah, le développement personnel, le triangle de Cartman et compagnie. Bref et en fait, j'ai quand j'ai eu 24 ans à peu près, j'ai découvert ce monde-là, que je connaissais pas du tout, du développement personnel, grâce à une ancienne collègue et très très bonne amie qui m'a fait connaître tout ça. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser et notamment, bah, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est un des, on va dire, des premiers qu'on peut voir un peu dans le développement personnel, le triangle de Cartman. Et donc je l'avais vu et en fait je m'étais bah, très fortement reconnue dans la position du sauveur en des fois switchant sur la victime ou sur le persécuteur bien évidemment, hein, j'ai jamais tout le temps la même position. Mais en fait c'est le fait d'apprendre que ça existe, de voir que ah merde, je suis peut-être dans un schéma là, je me reconnais un peu trop tu vois, de comprendre que bah le triangle il finit jamais bien tu vois, et de me dire du coup ah c'est peut-être pas un comportement très intéressant et intelligent que j'ai, comment je fais pour en sortir? Et que là, en fait, bah oui, forcément, on t'explique, bah pour sortir de telle position, tu peux essayer de faire ça, 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 ça. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai mis dans mon quotidien et j'ai essayé de plus en plus de voir, ah bah là, dans telle discussion, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un triangle? Ah bah tiens, là, dans moi, ce que je parle, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un triangle? Etc. Et en fait, d'être plus consciente, de faire un peu un pas de côté comme ça. Alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, au fur et à mesure, je l'ai fait. Et ça m'a permis, dans tout cas, la plupart du temps, éviter cette position que maintenant je trouve néfaste, tu vois. Alors, petit truc et astuce, par définition, si vous êtes dans une discussion et que vous voyez le triangle de Cartman, c'est que vous êtes déjà dedans. Parce que Oui, si vous êtes pas c'est dans le ça. triangle, vous le voyez pas, le jeu psychologique. Donc, C'est ça. si vous voyez un jeu psychologique se faire, c'est que vous êtes déjà embourbé dedans. Mhm. Non, mais totalement. Mais du coup, c'est vrai que bah, ça peut être aussi intéressant, je pense, de juste savoir que ça existe et peut-être s'y intéresser et de voir si oui ou non on se retrouve dans certaines choses qui y sont dites. Parce que peut-être que ça peut être là le point de départ pour en fait s'améliorer, modifier des choses qui en fait bah, sont peut-être pas les plus pertinentes dans notre vie, je me dis. Oui, 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 bien sûr. En tout cas, c'est quand vous jouez ces stratégies comportementales que Stephen Cartman appelle, sauveur, victimaire ou persécuteur, Mhm. parle d'ensemble de stratégies comportementales. Effectivement, vous les utilisez pas pour rien, vous les avez Oui, apprises, toute votre enfance. Vous utilisez
utiliser les 3 tout le temps et généralement une effectivement, dans laquelle on saute de manière, un peu plus réflexe Ouais. et un peu plus, rapide. Maintenant, et voilà, effectivement, il faut entendre que quand on joue, ces rôles-là, on utilise le vocabulaire de jouer, hein, parce qu'on est Oui, vraiment c'est sur vrai. un rôle et sur un masque, social. Quand on joue ces jeux psychologiques, c'est pour obtenir un bénéfice secondaire, enfin Ouais. des bénéfices, comme par exemple le bénéfice du besoin de Mmh reconnaissance, mh. le bénéfice de l'indispensabilité qui nourrit un besoin de reconnaissance, chez les sauveurs n'est pas le seul, mais est Ouais. vraiment pilier, de la thématique du sauveur, et donc c'est bien pour ça que ça va être, tout un travail d'arriver à renoncer à cette position, ou à d'autres, parce que ça va vous demander, bien sûr, faire le deuil de ce besoin de reconnaissance Oui, c'est extérieure, vrai. et c'est Ouais. pas simple parce que c'est un besoin fondamental de l'humain. Mmh. Forcément, ça va demander une gymnastique et une articulation, et que tout ce travail-là, quand on ferme le territoire psychique, hem, va entraîner des modifications de relations, voire des ruptures de liens, c'est possible. Oui, oui, c'est sûr, ouais, bien sûr. Et bah, par rapport à ce que tu dis, c'est sûr que, vu que ça fait vraiment très, très longtemps et comme tu dis, ça c'est quelque chose qui vient, en fait, de l'enfance, c'est sûr que pouvoir le voir avec quelqu'un qui s'y connaît, notamment un thérapeute, ou un métier, en tout cas, qui s'y connaît bien sur le sujet, ça aidera forcément à aller plus rapidement et plus straight to the point, comme on disait tout à l'heure, bah, vers cet objectif-là, en fait. Mmh. Oui, bah, de toute façon, effectivement, avoir un cerveau annexe entre Ouais, soit plus objectif, et bon, encore une fois, moi, je parle avec le vocabulaire un peu plus technique, mais c'est l'idée pour nous dans notre travail, c'est de voir aussi les règles, qui sous-tendent le système et qu'on OK. a en face de nous, les règles explicites et les règles implicites du système, et c'est bien là tout l'enjeu, c'est quelles sont toutes les règles implicites que le bénéficiaire de l'accompagnement ne se dit pas encore, Ouais, qui ont soutenu probablement son système familial quand il était enfant et le système actuel, et qui l'emmène à répéter des scénarios comme, répéter la position du sauveur ou ouais. n'importe quel autre scénario, et qui du coup l'enferment, et le font, s'embourber dans des situations. Oui. Oui, je comprends cette histoire de répétition. Bah, enfin, je pense qu'on l'a tous, hem, eu une fois dans sa vie, même probablement plusieurs fois, des répétitions qui se forment de: «Ah la vache, je reprends», que ça soit dans une relation amoureuse, dans plein de choses et comme tu dis aussi, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais oui, en répétant par exemple, ce triangle, alors qu'à la fin ça conduira généralement à quelque chose de très néfaste, donc que ça soit une dispute ou autre, peu importe, mais OK. Dans ton livre, tu parles des besoins cachés derrière les émotions. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus, s'il te plaît. Alors l'idée, c'est que les émotions, comme on dit tout à l'heure, elles sont mises en mouvement la plupart du temps par les besoins et par les valeurs. Ouais. Donc on va prendre un exemple très concret, comme ça je fais pas un long blabla universitario théorique jargonneux, pour ceux qui écoutent. Si par exemple viens de rentrer un super contrat dans ma boîte, et Mmh. je me dis: «OK, quelles sont mes émotions?» Bah, je ressens de la joie, je ressens de Ouais. la fierté. OK. Mmh. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? En fait, je ressens ça parce que derrière, il y a des besoins qui sont satisfaits. Là, il y a des OK. besoins de performance, par exemple, satisfaits, et qui du coup envoient entre guillemets «l'émotion de la joie» en mode, Oui, d'accord, «Bon, OK. je t'envoie le signal que, super, bien joué, là on est content». À l'inverse, faire un peu schématique, on va dire, pour faire simple, émotion positive, satisfait, émotion négative, insatisfait. À l'inverse, je n'ai pas rentré mon contrat, et j'ai peur. Parce que là, je vois mon Oui. chiffre d'affaires et on est quasiment à la fin de l'année, et j'ai peur. J'ai peur parce que derrière, il y a, par exemple, un besoin de sécurité. Et Ouais, on ouais. voit l'émotion pour dire: «Allô, allô, 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 comment on va faire pour payer l'URSSAF à la fin de l'année là? Il Oui. faut qu'on». Peut-être que j'ai un besoin de performance là aussi qui lui n'est pas satisfait. Peut-être que lui, il va Mmh. envoyer une émotion de tristesse pour dire: «Oh, j'ai encore raté quelque chose, je me sens triste parce qu'en fait j'aurais besoin de réussir, j'aurais besoin de me sentir performante, compétente, et Ouais, c'est ça. cetera». Ouais, le Donc les besoin de besoins réussite. Enfin, je sais pas si c'est un besoin, la réussite pour toi? on peut Mmh. le considérer dans les besoins de performance, dans, Ouais. besoin de reconnaissance qui peut se trouver là-dessous. Oui. En fait, les besoins, il faut que vous les voyiez un petit peu comme une spirale, et donc au centre de la spirale, vous avez, entre guillemets, «le 1er niveau de lecture», par exemple, besoin de performance. Mais en fait, si tu déroules cette spirale, probablement derrière la performance, tu pourrais trouver un besoin de reconnaissance, par Ouais. exemple. Ouais. Oui, OK, je vois ce que tu veux dire et ça, je suppose que ça dépend complètement de tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant et donc, bah, de ce que enfin, voilà, tes besoins on a tous certes les besoins, primaires, mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, moi, maintenant,
j'ai un fort besoin de d'apaisement, de tranquillité et de bien-être. Enfin, alors, je sais pas exactement quel terme tu peux y mettre derrière, de prendre soin de moi en fait, un besoin de prendre soin de moi. euh, Parce que j'ai vécu, bah, ce que j'ai vécu, du coup, mon burn-in, tout ça. Et en fait, maintenant, c'est non négociable, tu vois. C'est devenu non négociable. Mais avant, c'était pas un de mes besoins, en tout cas, pas que je le voyais pas, ma foi. Et du coup, je m'en occupais pas. Oui, en fait, l'idée, c'est que sur les besoins qui ont été lésés enfant, l'enfant va apprendre à se construire son monde, c'est, la thématique des constructions du monde de Moni El-Kaïm, pour, celles et ceux qui voudront aller fouiller du côté des systémiciens. En français, ça veut dire quoi? La construction du monde, c'est la paire de lunettes, c'est le filtre à travers lequel je Ouais, perçois, la réalité, les situations, les relations. Donc si par on va prendre un exemple. Enfant, j'ai un besoin de reconnaissance qui a été lésé ou tout du moins j'ai perçu comme lésé. ouais, Sur ce besoin de reconnaissance lésé, l'enfant A, il va se dire: en fait, si mes parents ne me reconnaissent pas, c'est parce que je suis pas important». Il ouais. va arriver à une construction du monde qui va dire: «Je suis pas important». Mais peut-être que l'enfant B, il va dire: «Mais en fait, si mes parents me reconnaissent pas, c'est parce que je n'existe pas à leurs yeux». Et tu Mm, arriveras sur une construction du monde qui est: «Je suis insignifiant, je suis insignifiant». ouais. Et Je puis suis pas admettons, le assez, 3e, etc. bah, par exemple, le troisième Ouais, enfant, il pourrait se dire: «Bah, en fait, si on me reconnaît pas, c'est parce que ce que je fais, c'est pas suffisant». Et tu arriveras ouais. sur une construction d'insuffisance, «Je suis insuffisant, insuffisante». Et du coup, ça va amener à des stratégies comportementales différentes parce que je ne filtre pas le monde de la même manière. Ouais. Donc en fait, il y a le fait que déjà, on n'a pas tous les mêmes besoins qu'ont été les enfants, bien Mhm, entendu. mhm. À l'âge adulte, bah, on n'a pas tous évidemment au quotidien les mêmes besoins parce qu'on vit aujourd'hui les mêmes situations, aux mêmes moments, et cetera. Évidemment. Et surtout parce qu'on n'a pas les mêmes constructions du monde. Donc on ne filtre pas le monde à travers les mêmes choses. Ouais, Donc en fait, quelqu'un qui n'est pas du tout blessé sur la question des compétences, du travail, et cetera, est-ce qu'adulte, il va ressentir un fort besoin de performance? C'est pas sûr que ce soit un ouais. besoin qui s'exprime beaucoup parce que finalement, c'est pas quelque chose qui a été blessé. J'ai pas, ou alors je peux l'avoir de temps en temps sur des petits trucs, mais c'est pas quelque chose de récurrent. Par contre, si Mhm. enfant, j'ai entendu toute mon enfance que j'étais pas compétente, que j'étais pas intelligente, que j'étais pas efficace, que j'étais plaignante, que j'étais pas productive, Oui, alors là, il y a fort à parier qu'à l'âge adulte, on va se retrouver, enfin, déjà pendant l'enfance et donc de fait à l'âge adulte, avec beaucoup de choses qui vont tourner autour de prouver ses compétences, prouver sa valeur, oui, et cetera. oui, totalement. Et ça me fait penser à des phrases que j'ai déjà pu entendre, pas, alors pas forcément sur moi, mais ah non, t'es nul en sciences, va en bac L. Bon, à l'époque. Ou alors, ah non, les filles, c'est nul en mathématiques. Pareil, ça aussi, c'est très présent, enfin, ça l'est encore. Ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait, on traîne quand même des grosses casseroles, tu vois. Enfin, par rapport à là, ce que tu me dis, je me dis, waouh, c'est pire que ce que je pensais. Et les étiquettes derrière sont. Et nos comportements, comme tu dis, en fait, nos stratégies comportementales sont tellement impactées par tout un tas de trucs imbriqués de l'enfance, de ça fait 25-30 ans, voire plus pour certains, bah, que tu te dis, waouh, comment on fait pour gérer tout ça, tu vois. Enfin, Oui, alors là, en plus, tu fais rentrer à juste titre dans l'équation les injonctions, systémiques. mm, Bien entendu, quand on est enfant, on a, les injonctions, les remarques du système familial et puis après, il y aura l'imbrication du système scolaire et mm, puis après, il y a l'imbrication du système médiatique. Que bien entendu, on grandit aussi avec les injonctions des médias et puis au-dessus des médias, bah, vous avez encore les injonctions du système politico-culturel dans lequel vous avez grandi. Et donc mhm, effectivement, par exemple, pour moi qui ai grandi, en France, donc dans un contexte, français en l'occurrence, ouais. capitaliste, démocratique, et cetera, bah, vous avez tout un tas d'injonctions, pas là pour discuter si elles sont bien ou pas bien, de toute façon, Mm. beaucoup de Elles gens qui me existent. connaissent, connaissent, voilà, et puis vous connaissez un petit peu mon travail, vous en connaissez mon avis, donc de toute façon, il se comprendra. Mais par exemple, de toute façon, j'en parle dans mon bouquin, par exemple, le milieu entrepreneurial est, je cherche un mot moins péjoratif, est très concerné, Ouais, ça comme ça, par, les injonctions capitalistes et les injonctions néolibérales. Par ok. exemple, nous avons grandi, peut-être, peut-être, j'espère que c'est un peu moins le cas pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour nos générations et pour celles d'au-dessus, dans un système qui est patriarcal et donc Mm, mm. nécessairement et un signe des différences de genre et donc qui amène des injonctions effectivement aux petites filles, on a cité quelques-unes et des injonctions aux petits garçons: «Sois Bien sûr. fort, pleure pas, et cetera». Mm, mm. Aux petites filles, la liste est interminable et donc nécessairement, c'est que même si de toute façon tu as grandi dans une famille qui n'a jamais fait aucune
distinction entre filles et garçons, par exemple, bah, dans tous les cas, tu as grandi Oui, dans un système scolaire qui a fait des ouais, c'est différences, ça. tu as grandi dans un système médiatique qui t'a présenté des rôles modèles qui sont influencés, tu as grandi dans un système politique culturel, chez nous en tout cas, qui est patriarcal et tu as grandi aussi dans un langage et c'est le langage qui structure la pensée. Et quand OK. enfant, on ne t'apprend même pas les mots, par exemple pour les petits, de parler potentiellement du métier qu'elles veulent faire au féminin, en fait, on le Ah oui, sait très bien en psychologie cognitive, le langage structure la pensée, donc quand tu n'as pas le mot sur le concept, et bah, le concept, il n'existe il pas dans ta n'existe pas. pensée. Ouais, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant, mais par contre, ça fait hyper flipper, je trouve. On peut espérer peut-être aller vers du meilleur dans les prochaines années, mais bon, vu ce qui se passe en ce moment, ça risque d'être compliqué. Bref. Hem, Comment, à ton avis, est-ce que les entrepreneurs pourraient mieux comprendre les émotions, leurs émotions plus exactement, et donc leurs besoins associés? Comment est-ce qu'ils pourraient faire ça? Quels conseils tu pourrais leur donner pour ça? Alors, un truc très pratico-pratique, vous pouvez vous y entraîner, je prends le terme volontairement parce que au même titre que vous avez appris à ne pas les écouter, les diminuer et vous battre avec et ben, c'est tout un apprentissage de désapprendre la Ouais, première option et puis d'apprendre la nouvelle. Dans vo je sais pas, le petit carnet que vous avez ou les notes du téléphone, enfin un truc que vous avez régulièrement avec vous et très régulièrement quand vous avez des situations un peu challengeantes et cetera, 3 colonnes: situation, émotion, et on s'entraîne à dire: yes. «OK, la situation c'était ça, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est un peu flou, je sais pas trop ce que j'ai ressenti». Vous avez, plein de roues des émotions sur Google Images, vous tapez «roue des émotions», vous en aurez Ouais, plein. Donner du vocabulaire parce que là aussi, le langage structure la pensée oui. et quand on n'a même pas appris le vocabulaire pour parler de ses émotions, bah, voilà bien embêté après Oui, c'est ce que j'allais savoir ce dire. qu'on ressent. Mmh mh. Et la troisième colonne donc c'est les besoins. Donc les besoins, ça va être de vous entraîner petit à petit à essayer d'identifier quels sont les besoins insatisfaits qui ont envoyé les émotions négatives ou les émotions positives. Les besoins de la même manière, ne vous flagellez pas. La plupart du temps, on l'a pas appris du tout. Là, pour Mmh. le coup, c'est assez rare que les Ouais, enfants apprennent ça. Peut-être que ça change un peu aujourd'hui, ouais. mais en tout cas pour notre génération et celle du dessus, c'était assez rare qu'on ait appris du vocabulaire sur les besoins et donc voilà, d'essayer de se demander petit à petit: «Bah, tiens, de quoi j'avais besoin là qui fait que je me suis sentie en colère?» et cetera. Donc ne vous flagellez pas si vous voulez. Si je peux me permettre, il y a aussi des listes là-dessus. Moi, je sais que j'ai au début, c'était difficile comme tu dis, on n'a pas le vocabulaire, que ça soit pour les besoins, pour, les émotions aussi, quelle émotion, fait quoi. Ben en fait, j'utilisais des listes, j'utilisais des listes, je regardais tout, je fais: «Ah oui, oui, ce mot-là, il me parle», tu vois? Ça ouais, je le ressens en moi, tu vois? Oui, oui, donc voilà, de pas se flageller si on les trouve pas à chaque Mmh fois, c'est mh. pas grave. Mmh mh. Déjà, vous aurez envoyé le message à la sphère psychique de: «OK, j'ai entendu, il y avait un Quelque message, j'ai pas chose. encore bien compris ce que c'était, mais déjà, regardez ça». Mmh mh. Et c'est de s'asseoir dans la chaise du discernement, comme dirait Thomas de Sambour, en disant: «OK, est-ce que je peux prendre un instant?» Mais quand on vous dit un instant, je vous parle même pas de prendre 20 minutes, vous avez autre chose à faire, je le sais bien. Mais ne serait-ce que 20 secondes, ne serait-ce que 20 secondes. Ouais, Se dire: «Tiens, là, je me sens vraiment très en colère». Tiens, la colère, c'est une émotion qui a une f toutes les émotions ont des fonctions. ouais. La fonction de pas la seule, mais la fonction principale de la colère, c'est une émotion mais à distance, qui protège votre système de valeurs et votre territoire psychique. Donc Mmh mh. quand vous êtes en colère, c'est probablement parce qu'il y a une valeur qui a été touchée ou Mmh une mh. limite de votre territoire qui a été touchée et donc l'appareil psychique réagit pour mettre à distance. Ouais, Donc on peut prendre 20 secondes en se disant: «Je mis en colère là-dedans. Qu'est-ce que ouais, je trouve d'injuste? Qu'est-ce que je trouve d'humiliant? Qu'est-ce que je trouve de pas respectueux?» par ouais. exemple. Ça me met en colère. La tristesse, c'est une émotion qui vous envoie le signal que la perte est imminente. OK. Donc quand je me sens triste, je peux venir me dire: «Tiens, elle est où la notion de la perte là-dedans? Qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre ou qu'est-ce que j'ai peur de perdre?» Mmh mh. La peur, vous le savez, bien entendu, c'est une émotion, elle, qui présente le danger pour le coup. Ouais, oui, c'est ça. Oui, mais et tu le dis très justement dans ton livre, c'est, la peur du danger, mais le but, c'est pas de se freeze, quoi. Enfin, c'est que derrière, le but, c'est Oui, mettre en action. en tout cas, voilà, souvent on peut confondre le message de la peur si, il y a un danger Ouais. avec: «Attention, n'y va pas parce qu'il y a un danger». Oui, C'est ouais, pas c'est ce ça. que vous dit la peur. La peur, sa fonction, c'est de dire:
«Fais gaffe, il y a un danger, n'y va pas tête baissée». Oui, voilà, c'est ça. Réfléchis-y. Voilà. Le message de la peur, c'est: «Regarde de chaque côté avant de Ouais, traverser». C'est pas: «Ne traverse pas». ouais, ouais. Ça, c'est l'angoisse. Oui, 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 c'est Je vrai. traverse pas. Voilà. L'anxiété, dans ma métaphore, ça serait que vous êtes encore dans la maison et que l'anxiété, elle commence à dire: «Ah oui, mais alors attends, parce qu'imagine si au moment où on traverse, j'ai regardé, mais qu'en fait j'ai pas vu et qu'il y a une voiture qui débarque et gna» Oui, voilà, ça oui. c'est l'anxiété. Ouais, 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 Et la peur, elle, c'est celle qui fait ouais. regarder de chaque côté de la route, foutre le pied sur la route, entendre un moteur et reculer en disant: «Wow, il y a un danger». Oui, ouais, ouais. Et son message n'est pas de dire: «Ne traverse plus jamais les routes de toute ta vie». Oui, ça, c'est du fais attention, heu, vois ce que tu fais, est-ce que tu y vas vraiment ou pas, mais fais-le en toute conscience, en fait. Plus dans ce Oui, sens-là, la j'ai la envie de la peur, c'est une émotion avec laquelle on a souvent du mal à coopérer. ouais. On a souvent été éduqués, dans cette idée, une émotion vraiment très forte et qu'il fallait avoir peur de la peur, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et que voilà et donc souvent, on se retrouve avec des espèces de conflits intérieurs comme ça, de comment on fait pour dépasser ses peurs et cetera. Mais je crois qu'il y a une incompréhension là-dedans, la peur, elle est là pour vous alerter que attention, il peut y avoir un Ouais, danger. ouais. Heureusement que vous avez peur dans la vie. Malheureusement, on connaît bien des maladies psychiatriques comme la psychopathie qui font déconnecter cette émotion-là et ça fait souvent des trucs dramatiques, bien Ah entendu. oui, Donc OK. heureusement que vous Oui, avez peur dans la vie, ça vous évite un bon paquet de de gros de problèmes. problèmes Ouais. et de votre survie, Oui, pardon, ouais, ouais, accessoirement. Et voilà, donc la peur est un signal et souvent, effectivement, on l'interprète comme, du coup, faut pas y aller. ouais, Pas la plupart du temps, ce n'est pas ça le message de la peur. Par ouais. contre, des Je fois, comprends. effectivement, la peur peut se muter dans une terreur paralysante. Là, des fois, ça évoque autre chose, ça peut évoquer notamment si vous avez un contexte traumatique. Là, Oui, bien j'allais entendu, c'est dire. très différent. Mmh mh. Là, c'est bien sûr très différent, mais s'il y a pas de contexte traumatique, alors là, effectivement, si d'un coup vous vous sentez paralysé par quelque chose, là, ça vaut peut-être le coup Ouais, d'écouter oui, qu'est-ce que mon appareil psychique a capté pour c'est me ça. paralyser comme ça? Qu'est-ce que je peux gratter un peu pour, qu'est-ce que je peux comprendre de moi-même là-dedans et qu'est-ce que je peux faire, de ça? Mais OK, c'est super intéressant. Tu parles aussi, et je pense que ça va un peu rejoindre ce qu'on était en train de dire, justement, tu parles des principes de lutte, d'évitement et d'acceptation émotionnelle dans ton livre. Pareil, je pense que ça va rejoindre un peu là le sujet qu'on a abordé. Ah bah, c'est tout à fait ça, donc on peut prendre une métaphore que je donne souvent en coaching, en formation. Le livreur Chronopost qui vous livre un colis, le colis, c'est l'émotion. Ouais, Donc c'est le message, colère, peur, tristesse, que sais-je. ouais, L'acceptation émotionnelle, c'est ce vers quoi on veut tendre. Bah, dans la métaphore, ça consiste à ouvrir la porte, je te signe ton avis, de passage, enfin, je te signe le oui. reçu là, je récupère mon colis, je l'ouvre, je dis: «Ah oui, effectivement, je suis en colère, merci, bonsoir, on n'en parle plus». Mmh La lutte émotionnelle dans la métaphore, ça serait de tenir mh. derrière la porte comme ça et de lutter. Alors en français, concrètement, les comportements de lutte émotionnelle, vous les connaissez très bien, c'est les argumentations et les contre-argumentations interminables que vous faites avec vos copains, copines au téléphone, en disant: «Oui, il m'a dit ça et moi j'ai répondu ça, mais j'aurais peut-être dû répondre ça et franchement, gna gna gna» et la rumination, par exemple, est une stratégie Ouais, de lutte émotionnelle. Donc je oui. n'arrive pas à accepter cette émotion, alors j'en parle et j'en reparle et je rumine et j'y repense et je lutte. Mmh. Vous connaissez aussi un phénomène de lutte émotionnelle, soit chez vous, soit vous l'avez déjà vu chez quelqu'un, consiste à adopter une conduite radicale opposée au problème. En français, c'est par exemple, la personne hyper introvertie qui en soirée devient hyper extravertie, mais c'est un peu gênant, tu sens que c'est pas C'est naturel et ouais. que la personne elle en fait trop et voilà. Ça typiquement, Ah c'est oui, un phénomène d'accord. de lutte. OK, c'est un phénomène de lutte, tu vois? J'aurais pas forcément dit que c'était un phénomène de lutte et au niveau beh, justement, comment est-ce qu'on pourrait accepter enfin, mieux être dans l'acceptation émotionnelle? Justement, ouvrir la porte, prendre signer le bon, prendre le colis, l'ouvrir et ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu aurais peut-être, d'autres, astuces pour ça? Ouais, alors déjà, j'ajoute une illustration sur l'évitement pour que, les Oui, auditeurs bien auditrices sûr. aient la panoplie. Alors l'évitement, bah, dans la métaphore, ça consiste à se mettre au milieu du salon, je me bouche les oreilles Oui. et je fais comme si j'avais pas capté. Les stratégies d'évitement généralement, ça parle assez bien, aux gens, ça peut être, sortir fumer sa clope, ça peut être les achats compulsifs, ça peut Mmh. être, fuir la pièce, ça peut être
La procrastination, par exemple, comportement Ouais, d'évitement émotionnel, assez classique. Hem et après donc la question qui est comment on développe plus d'acceptation émotionnelle? C'est pareil, c'est un entraînement d'avoir des temps, par différents outils, ouais. contact à vos émotions. Ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être la méditation, ça peut être, d'aller promener, votre chien, en Mmh. forêt, ça peut être, faire un câlin à votre enfant, ça peut être juste, 1 minute où il se passe rien, je fume ma clope, mon café au soleil et je profite du soleil et Ouais, tranquille. Et en fait, c'est d'avoir des temps dans lesquels il est possible que ces émotions soient entendues et surtout oui, de les c'est ça. considérer pour ce qu'elles sont, ces émotions. C'est-à-dire, on ne les minimise pas, Mmh mh, mmh. et on les surestime pas non plus, ce sont des messages et je peux capter ce message et dire: «Oh waouh, là, putain, ça me rend triste cette Ouais, situation, ça me met en colère». Ça veut pas dire qu'on le minimise, mais ça veut dire j'ouvre des espaces, même si c'est pas long, mais des espaces où, bah, en fait, je lui laisse un petit peu de place à cette colère ouais, et puis peut-être qu'après je peux en faire quelque chose. Cette colère, je peux la déverser sur un journal intime, je peux aller, taper dans mon ouais. sac de boxe, je peux, aller marcher en forêt pendant 30 minutes, que sais-je Là, sur Paris, et toute cette ils ont ouvert, tu sais, là, les trucs où tu peux jeter de la vaisselle. Pourquoi pas? ah oui, Pour voilà. la colère, pourquoi pas? Écoute, Pourquoi pas? Trouvez vos stratégies de régulation qui vous permettront du coup déjà le combat, il existe dans la vie, donc soit ouais, vous le menez dehors, soit vous le menez dedans. ouais. La plupart du temps, on a appris à le mener dedans et donc pendant que vous luttez à l'intérieur de vous-même à pas pouvoir accepter d'être en colère et des fois c'est OK. L'acceptation, c'est aussi accepter que des fois on n'arrive OK. pas à accepter. C'est OK, Ah, ça c'est arrive. Il y a intéressant des ça comme point moments de vue, ouais. il y a des moments où on n'arrive pas à accepter. Ouais, Il y a ouais, des ouais. moments où, je sais pas moi, tu es en pleine rupture amoureuse, ça fait 1 an et demi que ça dure et tu te sens triste de cette rupture et puis du coup, tu es en colère d'être triste parce que tu dis: «J'en ai marre Ouais. d'être triste pour ce mec ou cette meuf» et puis après tu culpabilises parce que «Je Oui, devrais pas être en colère d'être triste». Bon, oui, je ça, comprends ce c'est que un tu veux exemple dire. typique de la lutte émotionnelle. Ce qui se passe à la base, c'est juste la tristesse Ouais. et après la lutte vient rajouter la colère, la Oui, culpabilité, on se retrouve avec tout un bins et on peut faire un travail d'acceptation émotionnelle sur la tristesse et peut-être que pendant un temps, le travail d'acceptation, il consiste à dire: «Je n'arrive pas à accepter que je» bah, c'est déjà OK. de l'acceptation. Oui et puis, le but, c'est pas aussi de se dire, enfin, je pense, de se dire: «Bon allez, là, je suis triste, OK, très bien, j'accepte que je suis triste, mais demain, je le suis plus». Parce que là, je me dis, ça tu pas dans l'acceptation, La en lutte. fait, tu réessayes de le foutre sous le tapis, tu vois? Alors tu fais très bien de le dire, c'est un point que je sur lequel j'insiste dans mes formations auprès des pros de l'accompagnement, c'est de leur dire: «Attention quand vous faites travailler vos bénéficiaires sur l'acceptation, c'est qu'ils ne s'en servent pas pour lutter». En mode: «Ah bah Oui, super, ah oui. bon bah je vais alors, je vais accepter comme ça au moins on n'en parle plus». Parce que là de nouveau c'est de la lutte Oui, effectivement. oui, 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 voilà, c'est ce que je me disais. Tu parlais de la culpabilité, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on je trouve qu'on retrouve très facilement chez l'entrepreneur, mais de manière générale chez l'humain, notamment de ah là je suis très fatiguée, je sens que j'ai besoin de me poser. Tu te poses et puis 3 minutes plus tard, oh là là mais j'avais encore le dossier à faire, le machin, le bidule, non je culpabilise, faut que j'y retourne et hop t'y retournes. Pour toi, est-ce que la culpabilité déjà tu le mettrais dans une, est-ce que c'est une émotion au même titre que la joie, la tristesse, la colère? Est-ce que la culpabilité en est une? Et comment essayer de moins culpabiliser peut-être? De plus s'accepter, plus accepter la situation? Alors la culpabilité est une émotion, effectivement. OK. Ce n'est pas que ça, mais elle a, effectivement ce statut d'émotion et donc sa fonction, comme toutes les émotions, elle a une fonction. Mmh. La fonction de base de la culpabilité, c'est de dire: «Bah, j'ai dit ce que j'ai fait, pas raccord avec mon système de valeurs, du coup je m'en veux». OK. Ça, Mais c'est la fonction est-ce que ça a un rapport avec la honte du coup? Genre, j'ai honte de ce que je fais? ça peut se lier à la honte. OK, très bien, OK. Ça peut ou je peux ne pas avoir honte de ce que j'ai fait, mais je peux m'en vouloir parce que je sais que ça fait du mal à quelqu'un. Oui d'accord, OK. OK. Ça, c'est quand elle est dans sa fonction, on va dire, «de base» entre guillemets, dans sa fonction d'émotion. J'ai fait une crasse à une amie, culpabilise parce que là, c'est une émotion. C'est mon besoin d'intégrité, c'est mon besoin d'honnêteté, c'est Ouais. mon besoin c'est ma valeur de l'amitié, c'est ma valeur d'honnêteté qui envoie l'émotion de culpabilité pour dire: «Oh, là, on a merdé». OK. Deuxième possibilité, la culpabilité, elle fait très souvent office de mécanisme de censure. Alors OK. là, c'est la culpabilité dont tu parles, par exemple, quand tu essaies de te reposer et que la culpabilité se pointe pour dire: «Ton besoin de repos,
Ciao. merci, bonsoir. Ouais, Donc là, c'est vraiment mécanisme de censure. Là, c'est un peu, la douane au péage qui dit: «Chut, allez, les émotions et les besoins, ça dégage». au cachot. Alors ça, la plupart du temps, évidemment, ça a été appris. Bah, là, par exemple, on peut retrouver une injonction néolibérale quand tu as appris toute ta vie que le repos, c'était une récompense. Oui, oui, je me reposerai quand XXX. Voilà. Mmh. Donc, bah, forcément, quand tu essaies de te reposer, bah, tu as ces mécanismes de censure qui viennent se mettre en place pour dire: «Bah, non, il faut travailler dur pour Ouais. réussir. Il faut pas être un feignant, il faut» Je dois ceci. voilà, il faut «je dois» qui est le vocabulaire des croyances par définition. Ouais, Après, il y a une troisième possibilité à la culpabilité, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans, notamment les positions de sauveur, pas tous, OK. toutes, mais beaucoup d'entre eux et en plus, malheureusement, si vous avez vécu des traumatismes. Quand, enfant, j'ai vécu une situation quand j'ai subi une situation injuste, humiliante, inexplicable, incompréhensible, OK. une des un des scénarios possibles, c'est la culpabilité. Pourquoi? Parce que cette culpabilité, en fait, va se rétropléchir contre l'enfant qui, ne comprenant rien à ce qui lui arrive et subissant une situation qui n'est pas juste et qui n'est pas explicable, voire dans le pire des cas, malheureusement, qui est violente ou traumatique. Ouais. L'enfant, en se retournant la culpabilité contre lui, il va donner du sens, va Ah. construire un récit narratif en te disant: «Si ça m'est arrivé, c'est parce que c'est ma faute. J'aurais pas dû être là, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû faire ça» et donc là, alors dans les contextes plus profonds, si je pourrais dire ça comme ça, voire malheureusement dans les questions traumatiques, Mmh. et donc là, cette culpabilité, elle peut aussi se rétropléchir et donc on la retrouve très souvent dans des profils qui ont vécu des violences, des Ouais. négligences, des maltraitances qui, bah, bien entendu, ont été victimes de situations qui sont tout à fait injustifiables et inexplicables et Mmh. là, on peut voir des fois la culpabilité se mettre en place pour Oui. que l'enfant arrive à se raconter quelque chose d'un truc en fait, s'il ne s'en raconte pas quelque chose, il ne va même pas survivre psychiquement à ce qui se passe. Oui. Oui, c'est un mécanisme de défense qui, certes, le protège dans un sens de ce qu'il a vécu en disant voilà, en lui expliquant que, bah, il le méritait, alors que, bah, en fait, pas du tout, hein. Mais en plus, j'ai l'impression que la société en rajoute une couche, tu sais, avec, tout ce qui est, bah, le fait que les victimes, «Ah bah tiens, qu'est-ce que tu portais, ce jour-là, comme vêtements?» En mode, «Tu méritais de de subir ça», alors que, bah, enfin non. Oui, parce que dans ces questions de culpabilité, il faut être très honnête, on retrouve principalement les femmes dans ces profils-là. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça chez les profils de sauveurs, mais c'est parce qu'on a beaucoup de femmes Oui, dans les c'est profils vrai, de sauveurs. c'est vrai. Voilà et la notion de la culpabilité, on la retrouve souvent chez les femmes parce que alors évidemment, malheureusement, dans le pire des cas, dans les cas de viol, d'agression et cetera, bah, bien entendu, on blâme le coupable. Non. Donc Bah non. évidemment, on va blâmer la victime et même si on sort de ces situations, absolument, bah, criminelles, hein, Mmh. rappelons-le quand même, Mmh. Mmh. hem et ben, on va s'il y a des mamans qui nous écoutent, je pense qu'elles savent très, très bien de quoi je parle. Je ne suis moi pas maman, mais elles doivent très, très bien, savoir de quoi je parle sur la culpabilité des mères, et comment ça tu as des enfants et comment ça tu as pas d'enfants et puis comment ça tu en as qu'un Oui, et puis comment ça tu en as 2 et puis tu oui. allaites et puis tu allaites pas, puis tu travailles, puis tu travailles pas. Tu le voulais bien, donc tu as pas à te plaindre, et Voilà, cetera, et cetera. exactement. Donc cette culpabilité constante, constante, constante qui pèse Ouais, sur les femmes, de surcroît les femmes qui sont mamans, oui. alors de surcroît les femmes qui ont été victimes de traumatismes. Mmh. Malheureusement, pas une rareté, clairement Ouais. et par exemple, si je reprends l'exemple des mamans qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps culpabilisées de tout. Oui, non, mais totalement, tu fais bien de le dire. Ça je trouve que ça avance très lentement sur le sujet, pour que finalement, il y ait une répartition plus juste, de cette charge mentale, de cette culpabilité, comme tu dis. Enfin, d'être toujours, bah, ouais, après les hommes en ont aussi, j'ai l'impression, dans le sens, par exemple, genre je comparerai pas, mais en tout cas, par exemple, si le jardin ou le jardin est pas tondu, je sais pas, les travaux ne sont pas faits ou ce genre de choses, ça va plus facilement être imputé à l'homme parce que c'est censé être l'homme qui fait ce genre de travaux. Mais si la maison est pas en ordre, la cuisine n'est pas faite, etc., ou l'enfant n'est pas garder, gérer, ce que tu veux, bref, peu importe. Ah bah là, ça sera plus les femmes, etc. Et évidemment, alors c'est pas un concours de qui a le plus derrière, mais c'est des choses où je pense que c'est important que la société évolue sur tous ces sujets en même temps. Et je trouve que ça évolue peu vite en fait. Je sais pas quel est ton avis sur Le le fait sujet.
je vais pas dire. Ouais, Alors mon avis sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de choses importantes dans ce que tu viens de dire. C'est pas un concours de savoir qui trinque le plus parce que la réponse, ouais, elle est claire, c'est les femmes. ouais. Point. Donc messieurs, dans les commentaires, ne vous insurgez pas, not all men, blablabla, je sais. Je ne dis pas qu'il ne pèse rien sur les hommes, le patriarcat, il coûte à tout le monde. Oui, Il y avait oui, un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle «Le coût de la virilité», qui est un très, très bon livre que je recommande à tout le monde et qui montre combien ça coûte, à la OK. société dans son Ouais, entièreté en fait, hein, et combien ça coûte de l'argent aussi. bien sûr. Mais, donc bien sûr qu'il y a plein d'hommes qui ressentent de la culpabilité, bien entendu, puisque de toute façon c'est une émotion humaine. Donc bien entendu, en tant qu'humain, on peut la ressentir. Bien sûr qu'il y a plein d'hommes qui ressentent de la culpabilité. Après d'un point de vue systémique, c'est-à-dire oui sûr, me faites pas un not all men, oui, bien sûr, parmi vous, il y a des hommes qui ressentent beaucoup de culpabilité. Je dis pas le contraire. Je dis que d'un point de vue systémique, les femmes sont éduquées à la culpabilité. Oui. Généralement, les hommes, ce qui leur pèse plutôt dessus, c'est le pas à la hauteur. Eux, généralement, Ouais, ils sont suréduqués dans ce truc d'être présents partout, d'être les piliers de famille, ouais, blablabla. Et donc, ouais. eux, généralement, ils se retrouvent très souvent avec les femmes, on les retrouve beaucoup avec les injonctions d'insuffisance. Donc tu les retrouves OK, très souvent dans des constructions du monde, «Je suis pas suffisante, je suis pas importante, je suis insignifiante, je n'ai pas de valeur», tu les retrouves beaucoup là-dedans et il y a OK. des hommes là-dedans, bien sûr et tu retrouves les hommes très souvent dans «Je suis pas à la hauteur», Ah ouais, très ouais, ouais. souvent. Et si on parle aussi des croyances, c'est vrai que, par exemple, l'homme aura plus facilement l'étiquette du «sois fort», «pleure pas», enfin voilà, on en parlait tout à l'heure, et la femme, peut-être plus le «sois une gentille fille», «fais plaisir aux autres pour mériter l'amour des autres», et cetera, quoi. Sois sois discrète, Oui, c'est vrai, sois sois discrète. petite, Oui, oui, petite. Donc voilà et puis après sur la dernière partie, est-ce que ça évolue? Oui, oui. Est-ce que ça évolue assez vite? Non, ouais. clairement. C'est ce que j'allais dire. Les les statistiques sont formelles, hein, c'est les Ouais, stats de l'INSEE, hein, donc les stats sont formelles là-dessus. Hem, donc non, oui, clairement, il y a énormément, énormément de travail à faire, hein, notamment sur la question de la parentalité, oui. bien entendu, qui continue à incomber aux femmes. Alors bien entendu, il y a plus de pères au foyer qu'avant, il y a plein de papas qui prennent leur rôle. C'est super, je ne peux que m'en réjouir, bien sûr, mais encore une Mmh. fois, statistiquement, qui fait le travail, précaire? Les femmes. Qui vit en travail partiel? Les femmes. Qui s'occupe des enfants? Les femmes et pour toutes les femmes qui l'ont choisi et qui en sont très heureuses, c'est bien entendu formidable mais il y en a aussi beaucoup qui Mmh. récupèrent bien entendu, toute la charge mentale, toute la charge émotionnelle puisque la charge émotionnelle et la charge du care, c'est-à-dire la charge du soin dans nos sociétés patriarcales est attribuée aux femmes. Oui, C'est c'est vrai. plutôt les femmes qui sont dans les professions de soins. C'est plutôt, qui vous appelez quand vous vous prenez la tête avec, vos papas, vos frères, vos maris et cetera? Vous appelez vos copines qui elles-mêmes se prennent la tête probablement avec eux Ouais. et donc il y a tout un système qui incombe la charge émotionnelle, aux femmes et qui, encore une fois, est un vase communicant. C'est-à-dire que pour la plupart des hommes, s'ils prennent pas en charge la charge émotionnelle, c'est parce que petits, ils n'ont pas Mmh. appris à parler de leurs émotions parce qu'on leur a dit que les émotions, c'était un truc de gonzesse. Oui, et en plus, ils l'ont pas vu dans leurs parents, et cetera, puisque les parents avaient eux-mêmes le mode de fonctionnement «basique» entre guillemets actuel de fonctionnement en fait, donc La question de l'alphabétisation émotionnelle des hommes, c'est un vrai sujet. C'est mmh que la plupart du temps, quand tu demandes à des hommes leurs émotions, mh. pas grande idée de quoi te dire, mais parce qu'ils ont pas appris. Oui, bien sûr. Bah, parce que c'est encore on en revient à, tu un homme, tu dois pas montrer tes émotions en fait, donc tu dois pas montrer que tu peur, que tu mal, que machin, que bidule, et en fait ça Sauf que impacte par tout. symétrie, quand vous assignez les hommes à un rôle de pas tes émotions, coupe-toi de tes émotions, et cetera. Et forcément, par symétrie, vous assignez aux femmes la Montre, responsabilité de s'en ouais, occuper. Parce ouais, que comme on l'a dit au début de cet épisode, les émotions, on peut pas faire sans. ouais, 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 Donc totalement. du coup, bah, en fait, c'est les femmes qui, elles, à l'inverse, ont généralement été éduquées dans une hyper analyse, savent très, très bien lire les émotions des autres et cetera et puis après à l'âge adulte, elles vont te dire: «Moi, j'ai beaucoup d'intuition». Mais tu as pas beaucoup d'intuition, tu as juste appris par cœur, Oui, oui, bon, oui, à décrypter les moindres signaux, les moindres changements et prendre en charge la responsabilité émotionnelle de tout le monde et prendre en charge la responsabilité émotionnelle de tout le monde, c'est la définition même de la position de chacun. oui. Ouais, non mais totalement, et en plus, maintenant si jamais une, maman entrepreneur osait dire qu'elle voulait mettre en priorité sa carrière, oh là là, la flagellation derrière par l'ensemble de la société. Alors que si un papa entrepreneur disait qu'il voulait mettre en priorité sa carrière,
il y aura pas grande chose qui sera dite, quoi. Et ça, je trouve ça ouf. Bah, bien sûr. Encore, une énième injonction de, «Oui, mais les femmes, c'est votre rôle d'être mère et puis l'instinct maternel et puis, quand même, tu l'as fait, tu t'en occupes mal, blablabla». Mmh, mmh. Mais de toute façon, pour les femmes et particulièrement pour les mamans, j'ai beaucoup de compassion pour elles parce que vraiment, elles ne peuvent pas gagner. Dans un système Oui, patriarcal comme ça, tu peux pas gagner. Si tu allaites, ça va pas. Si tu oui, allaites pas, ça va catastrophe. pas. Si tu travailles pas, ça va pas. Si tu vas travailler, ça va pas. Si Oui. De toute façon, il y aura toujours des personnes pour, juger et avoir un avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Mais bon, c'est comme la confiture, hein, moins moins t'en as, plus tu l'étales, bref, mais non, mais c'est ouf de voir encore en 2024, d'avoir encore ces choses-là de moi, je suis très adepte du balaye devant ta porte avant de l'ouvrir, en fait. En fait, ce qui est l'enjeu, social qui se cache derrière, c'est la question du privilège. C'est-à-dire que, moi-même j'en ai plein, hein, pour celles et ceux qui commencent à se dire: «Oh là là», j'en ai plein moi aussi. Juste pour expliquer que la notion même du privilège, c'est tout ce que tu peux oublier. Moi, par exemple, quand je marche dans la rue, j'ai le privilège d'être blanche. Oui, OK. Jamais, jamais dans la rue, je ne pense à ma couleur de peau. Jamais. Oui, c'est vrai. Parce que je ne suis jamais renvoyée à cette couleur de peau. Donc en fait, j'ai le privilège de me déplacer n'importe où dans le pays sans jamais porter Oui. cette charge mentale de ma couleur de peau parce que je serai pas ramenée à ça. Mmh mh. Donc Mmh. ça, c'est un privilège d'être blanc, c'est le privilège d'oublier Oui. sa couleur de peau. Toutes les femmes qui nous écoutent ici, et je pense que tu peux en témoigner ici, quand tu es femme et que tu te trimbales dans la rue, tu n'oublies jamais Que que tu une tu es femme femme. parce que tu es Oui. tout le temps rappelée à ça pour des questions d'insécurité, pour des Oui. questions d'invasion de ton espace psychique, voire de ton espace De physique physique. aussi, oui, totalement. Voilà, parce que tu as la charge mentale de comment tu vas t'habiller et Mmh. qui peut me raccompagner sur le trajet et qui je peux appeler. Est-ce que Oui. je passe par telle rue? Et gna 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 Oui. et je vais, dater avec ce mec, mais je sais pas qui c'est. Est-ce que je peux prévenir les copines? Oui, c'est ça. Bref, Oui. donc c'est la notion des privilèges. Quand tu es blanc, c'est un privilège, bien entendu. Dans la Mmh. rue, tu n'es pas ramené à ta couleur de peau. Quand tu es valide, par exemple, bah, tu ne te poses jamais la question de: Oui. «Est-ce que je vais entendre à tel endroit? Est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes à tel Est-ce endroit? que je Est-ce vais que je vais trouver pouvoir ma place? rentrer?» Est-ce que quelqu'un aura pris ma place handicapée, et cetera, et cetera? Mais t'as Exactement. as Et donc hyper raison, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que je l'avais jamais vu comme ça. Mais en fait, oui. Oui, c'est sûr, c'est un privilège d'aller se balader et d'être blanche. Et en effet, par contre, à part quand je sors avec des gens, sinon, je suis toujours en effet à réfléchir à: «Je suis une femme donc». Et ça, tu as totalement raison. Et notamment quand je prenais avant les transports en commun. Maintenant, dans ma petite cambrousse du sud-ouest, c'est beaucoup plus tranquille, mais heu, totalement. Et donc c'est le but de ça, c'est pas parce que souvent quand on commence à parler des privilèges, tu des gens des fois qui se braquent: «Ah là là, ça va, c'est bon, j'ai Ouais, et bien sûr, moi-même j'en ai plein des privilèges. Avoir des privilèges, c'est pas un crime. C'est juste d'avoir conscience on que, les a. moi quand je sors dans la rue, bah, effectivement, je suis pas ramenée à ma couleur de peau, je suis pas ramenée à mon orientation sexuelle parce que je suis pas lesbienne, parce que je suis pas Mmh trans. mh. Donc je suis pas regardée de travers pour ça, parce que je suis valide, parce que blablabla. Par Mmh. contre, effectivement, j'ai, un côté de la discrimination, bah, c'est le genre qui m'a été assigné à la naissance et dans lequel je me Mmh. reconnais d'être femme et donc effectivement, celui-là, je l'ai en tête tout le temps parce que je ne peux pas me trimballer dans la rue comme si je n'étais pas femme. Parce que Oui. évidemment que ça implique des choses et évidemment, ça implique des choses pour toutes les personnes, mais à qui je n'explique pas, ils savent très, très bien de quoi je parle, hein, qui Mmh mh. vivent les discriminations, Mais bien raciales, sûr. de genre, d'orientation sexuelle, et cetera. Ouais. Ouais, totalement. Je trouve ça extrêmement intéressant et bien que tu en parles et que ça soit un sujet qu'on aborde dans C'est l'heure du réveillage, parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'aurais forcément été à la base sur un épisode, sans invité. Et je trouve ça extrêmement intéressant du coup que tu amènes tout ce que tu sais, toutes tes connaissances là-dessus et ton vécu en fait, tout simplement. Donc ça vraiment un grand merci, pour tout ce qu'on a pu dire. J'aimerais aussi te poser une question, mmh, qui a pas de rapport avec ce que tu viens de dire juste là. C'est quelle pratique quotidienne, tu en as déjà parlé tout à l'heure en disant, bah, déjà d'essayer de se poser régulièrement en faisant les choses que tu apprécies et qui te permettent de te poser pour, réfléchir à tes émotions. Mais du coup, quelle autre pratique peut-être est-ce que tu pourrais conseiller ou recommander aux entrepreneurs pour mieux gérer leurs émotions et même pas d'ailleurs gérer, je vais enlever ce terme, pour mieux les coopérer avec?
Qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Ou peut-être qui est-ce qu'on pourrait aller voir si on a besoin d'aide pour ça? Oui, alors, bah, effectivement, aménager des temps et encore une fois, quand je vous dis des temps, je ne dis pas Oui. forcément de prendre, 25 minutes parce que je sais que vous avez tous des agendas très chargés et notamment on a parlé des parents donc s'il y a des parents qui nous écoutent, ils ont encore moins de temps. Mais voilà, même si c'est 20 secondes, 30 secondes et cetera parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Le moment où tu es bouffé par tes émotions, la plupart du temps, quand les gens viennent en coaching, bah, dans la journée, ça va, le soir, ça va et puis après, je me mets dans mon lit, je prends mon téléphone et là, je suis pas bien. Ben oui, parce qu'en fait, Rumination. c'est le seul moment où tu n'es pas distrait. Ah oui, Donc forcément, oui, toutes les émotions ressortent à ce moment-là parce qu'en fait, c'est le seul temps que tu prends dans ta journée ouais, pour aller voir ce qui se oui. passe là-bas dedans. Elles sont à Donc nouveau en train si de on forcer peut la porte. voilà, exactement. Donc si dans la journée, on peut aménager 30 secondes là, 1 minute là, 20 secondes ici, ça permet de décharger un petit peu petit à petit. Mmh. Et donc pour ça, bah, il y a effectivement prendre ces temps-là, qui peuvent être des temps où on passe à rien, ça peut Oui. faire aussi de rien de faire. Mais si vraiment c'est insupportable, eh ben, on peut coupler ça de la pratique de yoga, de danse, d'écriture, de marcher dans la forêt, bref, on a donné plein d'exemples tout à l'heure. D'une manière générale, de toute façon, tous les temps care, vous allez prendre soin de vous. Vous avez pris, votre bain, vous avez fait Mmh. votre yoga, vous avez fait votre routine, massage, que sais-je, vous avez, regardé le foot avec, vos potes ou votre fille, que sais bref, tous les moments où on peut, Souffler. redescendre un petit peu. Mmh. L'exercice le tableau situation émotion Ouais. besoin, bien entendu. J'ai envie de dire toutes les activités artistiques Oui, marchent très bien pour ça. oui, c'est vrai. Dessin, peinture, coloriage, poterie, Mmh. danse, que sais-je. Les mandalas et compagnie, ouais. Exactement. Les pratiques d'écriture, ça marche très bien. Sport, bien entendu, parce que pour 20 000 autres raisons, de toute façon, Oui, bien, oui. bien entendu. Déjà oui, toutes les pratiques aussi avec des supports introspectifs, si je puis dire ça comme ça. Par exemple, vous avez alors moi je travaille avec ceux des Comitis, OK, Comityes, qui ont créé des jeux de cartes, OK. d'émotions et de besoins. Ils sûrement d'avoir d'autres éditions. Moi, je travaille avec C'est eux dans les ouais, séances ouais. et donc de temps en temps, on peut se poser avec ces cartes-là parce que ça permet d'avoir du vocabulaire. Oui, Ça c'est peut ça. être aussi un support, d'alphabétisation émotionnelle pour vos enfants si C'est vrai. et donc ça permet d'avoir les cartes et de dire: «Bah, tiens, en fait, tiens, là, comme tu disais tout à l'heure, ça me parle, je sais pas Ouais, encore bien à quoi ça fait écho, mais tiens, OK, besoin de performance, je le garde, besoin de victoire, je le garde, ouais. frustration, je garde» et cetera et donc c'est des moments venez, par définition d'acceptation émotionnelle parce que vous avez Mmh. ce temps de contact à vos émotions. «Ah ouais, tiens, je me sens comme ça, et cetera». Vous récupérez les colis, du mec, Ouais, chronopost, ouais. dans la métaphore de tout à l'heure. Après, si on veut, être accompagné sur ces sujets-là, bah, il y a plein de praticiens qui peuvent vous accompagner, bien entendu, les thérapeutes, les coachs. Alors là, la liste des thérapeutes est Mmh. interminable, bien sûr, des sophrologues, les ostéopathes aussi, bien sûr, qui vous font travailler avec Ostéopathe, vos OK. émotions. Ah oui, je savais pas, tu vois? Passeront par le corps, mais tout ça est en lien de toute façon. Ouais, Les sophrologues, bien sûr, les thérapeutes de clinique familiale, couple, que sais-je et bien entendu, mes confrères et consoeurs psychologues, bien ouais. entendu, là pour le travail vraiment, psychothérapeutique, si, il y a besoin d'aller faire ce travail psychothérapeutique. OK et donc toi, aussi, on pourrait aller te voir, si on avait ce besoin-là, on pourrait aller te voir? Alors moi, on peut venir me voir en coaching, effectivement, les enjeux et relationnels, c'est mon terrain de jeu bien. Donc on peut tout à fait, venir me voir et puis si, il s'avère que là, au milieu, il y a une thématique qui relève du travail de mes confrères, consoeurs, psychologues et ben, je Oui, réoriente vers eux et bien soit on fait évidemment. le travail soit en parallèle, soit on travaille ensemble, il y a une thématique qui relève de Du coup, pour les auditeurs et auditrices, si vous voulez aller voir Laura, tout sera en description. Vous pourrez voir tous ses réseaux, tout ça. Donc voilà, il n'y aura pas de problème pour pouvoir aller voir ce qu'elle fait. Eh bien, écoute, on en arrive à la fin. C'était extrêmement instructif et intéressant et je pense que ça a donné de nombreuses clés pour tous nos auditeurs et auditrices. J'aimerais te poser une dernière question que je pose à toutes les personnes qui viennent et que j'interviewe. Qui est-ce que tu verrais comme entrepreneur passionné qui kiffe son activité? Qui est-ce que tu verrais dans C'est l'heure du réveillage pour un épisode? alors j'en ai plein qui me viennent en tête. Alors, je dirais Maëlan Faure. OK, ouais, je la connais, je l'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille.
Bon et bah, voilà, je pense que, bah, Elan, ça serait très intéressant, bah, effectivement beaucoup son travail, elle est adorable en plus, qui ne cache Mmh. rien et elle a un profil très pragmatique, très carré, très structuré, donc Organisé, ouais. c'est très ouais, c'est très intéressant, même si elle me casse souvent les pieds avec, mes process, mais elle a raison. Donc C'est son taf. oui, oui, clairement, c'est son taf et puis dans un registre, énergétiquement différent du mien, si je pourrais dire ça comme ça, je dirais OK. Pauline Sarda, pour le OK. côté, très, passage à l'action, beaucoup plus, punchy que le mien. Ah, très intéressant, très intéressant. Tu vois, j'aurais pas du tout pensé que tu m'aurais proposé ces 2 personnes-là, que je connais de loin de ce qu'elles font en tout cas. Eh ben écoute, je me permettrai de les contacter pour voir si elles veulent bien passer. Écoute, est-ce que tu veux le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à dire à nos auditeurs et auditrices? Ce que je pourrais, ajouter, je vous dirais que l'entrepreneuriat est vraiment une aventure formidable et un sacré chemin initiatique, Ouais. qu'on apprend toujours à chaque étape de ce parcours-là, clairement et que malgré tout, ça reste une aventure, formidable qui vous Mhm. demandera beaucoup d'optimisme, C'est vrai. beaucoup de résilience et qu'il y aura pas de résilience sans santé, émotionnelle, psychique et cetera et Mm. le mot de la fin, c'est de dire qu'il n'y aura pas de santé de l'entreprise sans santé de l'entrepreneur donc Oui, prenez soin de vous d'abord, votre entreprise, c'est un problème pour demain. tout à fait. Bah, j'aurais pas pu dire mieux parce que c'est le combat que je mène aussi tous les jours. Donc écoute, un grand merci Laura, merci d'être passée, merci pour tout cet épisode, pour ce temps que tu m'as accordé. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. À bientôt, merci Elodie. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!